Bonjour à tous. Peut mieux faire dans la lutte contre les fausses nouvelles et contenus haineux. C'est la mention décernée par l'Union européenne à Facebook, Google, Twitter, Mozilla et autres réseaux sociaux. Ils doivent intensifier leurs efforts avant les élections européennes du 26 mai prochain. Près des 3/4 des contenus considérés comme discours de haine illégaux, notamment racistes et xénophobes, sont supprimés après leur signalement, contre moins d'un tiers avant que ne passe ce fameux code de bonne conduite en 2016. Et en 2018, un autre code a été adopté contre la désinformation en ligne. Les signataires ont certes supprimé de faux comptes, limiter la visibilité des sites de fake news, mais la Commission européenne estime qu'il faut une action supplémentaire pour assurer la transparence totale des publicités politiques d'ici la campagne. Alors, quelle action, pour quelle responsabilité des géants du web? Quelle campagne 2019 polluée ou non par des intox en tout genre? Nous allons en parler aujourd'hui avec nos députées européennes. Sylvie Guillaume, bonjour. Vous êtes eurodéputée des françaises du Parti socialiste et vous intéressez beaucoup à ces questions, peut-être d'ailleurs très réseaux sociaux, vous allez nous le dire les unes et les autres. Vous êtes face à Renate Weber, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée d'Alliance des libéraux et démocrates. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Eline Chivot, qui est analyste Centre for Data Innovation. C'est très proche, finalement, des géants du web, on va dire. Et aujourd'hui, nous avons besoin de réfléchir sur cette façon de gérer les nouvelles. Et en particulier, il y a eu de nouveaux outils qui ont été mis, on le disait, à la disposition en 2016, une charte, un code de bonne conduite qui a donné plus ou moins des résultats tout de même sur la question des contenus xénophobes. Alors, est-ce qu'il faut suivre cette piste finalement, Sylvie Guillaume? C'était une avancée assez nette, mais au risque peut-être de choquer, je trouve que là, les phénomènes étaient tellement visibles, tellement reconnus, que finalement, c'était presque plus simple d'agir sur ce type de contenu. Je ne dis pas que tout est réglé, parce que justement, la rapidité à laquelle peut se transférer ce type de propos demeure. Mais là, on est passé aussi à autre chose, ou en parallèle, il faut traiter autre chose, qui est la qualité de l'information. On est, je crois, dans une guerre maintenant avec des fausses informations qui circulent, avec des gens qui peuvent être assimilés à des snipers sur le net. Et donc, une difficulté à trouver l'équilibre entre finalement la liberté d'expression, qui a toujours existé, qui doit être conservée effectivement, et de l'autre côté, la diffamation, la désinformation et l'influence sur les élections. Et ça a été évidemment considérablement impacté par la rapidité avec laquelle ces phénomènes existent. Quand on pense aux propos haineux, aux propos racistes, évidemment, on pense évidemment aussi à un discours anti-migrant, récurrent aussi dans la classe politique, etc. Et aujourd'hui, on a vu que ce code de bonne conduite, il marchait quand même un peu. On voit que quand même une très forte majorité de ces contenus de haine sont supprimés sous 24 heures. Et c'était très important pour la Commission européenne. Mais est-ce que vous considérez que finalement la cyberharcèlement, les propos haineux, etc., c'en est fini pour nos enfants en particulier, pour ce qu'ils lisent ou pas? Non, malheureusement, je ne crois pas. Je vois que ce langage de haine discriminatoire, raciste, ça se propage en effet avec une vitesse incroyable dans tous les médias sociaux. C'est ça ce qui est vraiment inquiétant. On l'a vu déjà dans notre Parlement européen. On se prépare maintenant pour le Parlement prochain, dont la composition, j'imagine que sera encore plus dure. On ne réussit pas à vraiment gérer tout ce phénomène. Oui, enfin, de toute façon, il y a eu beaucoup de lobbying ici au Parlement européen pour éviter des mesures de censure. Et en particulier, déjà à l'époque où on disait « Ah oui, mais on ne peut pas empêcher les gens de s'exprimer sur des contenus manifestement illégaux pour ce qui est des injures, en tout cas, et des propos xénophobes. » Donc là, vous avez l'impression que finalement, les géants du web ont fait leur examen de conscience un petit peu? Il est très difficile de définir ce qu'est exactement le contenu haineux, donc ça demande quand même une définition un peu plus précise. Ce qui montre, ce qui s'est passé, en fait, cela montre que les approches et les stratégies mises en place qui visent à impliquer les géants du web dans la prise de décision
ça a fonctionné. Il y a du progrès qui a été fait. Bien sûr, on peut encore faire mieux. Et je vous rejoins là-dessus sur l'importance d'éduquer aussi les jeunes et toutes les générations, au final, à savoir détecter ce genre de contenu également. Je vous vois lever le sourcil, l'autocontrôle, pas toujours satisfaisant? Non, je pense que ça ne sera pas suffisant, effectivement, et qu'il va falloir jouer sur plusieurs touches, depuis effectivement la prévention, la pénalisation, l'autocontrôle et bien évidemment la question de la pédagogie et du lien à la formation du libre arbitre, je dirais, des jeunes générations. Évidemment, c'est un combat large. Mais la haine et les propos racistes, c'est pénal. Oui, bien sûr. C'est là où il faut faire une distinction. Ce qui existe et qui est pénalisable demeure. Mais après, c'est la transmission de ce type de propos sur lesquels il faut effectivement qu'on soit beaucoup plus attentif et qu'on soit en situation d'arrêter cette propagation. Parce qu'on a l'impression que si c'est sur les réseaux, c'est pas grave, c'est pas pareil que de l'avoir prononcé dans la rue, etc. C'est pas le cas. Évidemment, dans l'œil du viseur, il y a beaucoup Facebook qui a annoncé le lancement de nouveaux outils pour lutter contre les ingérences lors des élections européennes de mai 2019, tentant de répondre aux craintes justement de la Commission européenne. Le 4 février, le réseau social Facebook fêtait ses 15 ans d'existence sur fond de polémiques sur ses pratiques. Tout de suite, le reportage d'Hélène Goutani. Lorsqu'il est créé en 2004 par l'étudiant Mark Zuckerberg, Facebook est d'abord réservé à ses camarades d'Harvard. Très vite, le réseau s'élargit. En moins d'un an, il rassemble 1 million d'utilisateurs. Dès 2010, les gros actionnaires affluent avec la banque Goldman Sachs ou Microsoft, séduits par son modèle basé sur la publicité. Le 18 mai 2012, Facebook fait la plus grosse introduction en bourse de l'histoire des valeurs technologiques. Puis l'entreprise s'agrandit et achète Instagram ou encore WhatsApp. Mais le géant de la toile n'échappe pas au scandale. En mars 2018, la presse britannique et américaine révèle que Facebook a laissé Cambridge Analytica, un cabinet d'analyse qui travaille pour la campagne de Donald Trump en 2016, siphonner les données de millions d'utilisateurs sans leur consentement. L'action Facebook s'effondre alors en bourse. Fuite des données et lutte insuffisante contre les fake news, le Sénat américain estime que près de 126 millions d'utilisateurs Facebook auraient consulté en 2016 des contenus fabriqués par l'espionnage russe dans le but de manipuler l'opinion publique sur le sol américain. Il est clair que nous n'avons pas assez agi pour prévenir contre une mauvaise utilisation de ces outils. Cela est vrai pour les fake news, pour l'ingérence étrangère dans les élections, pour les discours de haine et pour les données privées. Nous n'avons pas pris de recul sur notre responsabilité. Et c'était une grave erreur. C'était mon erreur et j'en suis désolé. Mais malgré les scandales, l'entreprise continue de récolter des gains. Au 4e trimestre 2018, le réseau social enregistre un bénéfice net de 6 milliards d'euros, soit plus de 60% par rapport à la même période l'année dernière. Et les fuites de données n'effraient pas, plus de 2,3 milliards d'utilisateurs se connectent régulièrement, soit 9% de plus qu'il y a un an. Voilà pour Facebook. Alors c'est vrai que le fondateur, Mark Zuckerberg, était au Parlement européen, a été auditionné, a donné des gages, a dit qu'il travaillait. Son étoile a quand même vraiment pâli avec toutes ces affaires qu'on vient de voir. Mais moi, je trouvais qu'il était un peu pénible, y compris dans le Parlement européen, mais aussi dans les audiences du Congrès américain, parce qu'il a vraiment démontré qu'il n'avait aucun pouvoir de contrôler ce qu'il a créé. Mais je crois que le pire, c'était le fait qu'il a vendu les données de ses utilisateurs, parce qu'ici, c'est un côté criminel quand même. Ça, c'était pas correct de cibler les votants, les électeurs, de cibler les gens à travers de toutes les infos qu'il obtenait dans des circonstances différentes. Alors, ça ne m'étonne pas que ça... Votre voisine a l'air de vouloir le défendre. Vous pensez qu'il a fait tout ce qu'il pouvait ou il y a eu des très mauvaises pratiques? Alors la Commission, il y a quelques jours, a donné les résultats du premier rapport pour montrer les mesures qui ont été prises par Twitter, Facebook, Mozilla et Google. Et il y a eu des gros progrès avec l'ajustement des algorithmes pour essayer en fait, de donner aux utilisateurs la possibilité d'avoir accès à plus d'informations sur leur origine, la localisation de ces publicités, en fait, quelles sont les parties qui les financent.
Et donc, il y a quand même... Vous oubliez le mais de la Commission. La Commission a mis un gros mais quand même en disant mais ça n'est pas vraiment suffisant. Alors, on lutte effectivement contre les robots, contre les faux comptes, etc. Mais il n'y a pas véritablement de visibilité totale sur la publicité. Et quand les mécanismes sont mis en place, ils ne le sont pas dans tous les pays en plus, hein, Sylvie Guillaume. Oui, tout à fait. Parce que, évidemment, on peut... évidemment que l'opinion ne se fait pas exclusivement sur Internet, et heureusement. Mais la question qu'il faut se poser aussi, c'est la question de l'anonymat. De qui paye, au final, ces publicités. La France a plutôt bien réagi dans cette affaire. Alors, je sais que la loi française est un peu critiquée parce qu'elle est un peu rigide, mais s'agissant de la publicité... Alors, la loi Fake News de décembre 2018, voilà, qui permet de saisir le juge pour effectivement faire supprimer un contenu manifestement faux, et c'est le manifestement faux hein, qui pose problème, manifestement faux, 3 mois avant les élections, en particulier les élections européennes. Voilà. Et qui oblige... Nous, l'idée qu'on a aussi, c'est de savoir identifier qui est le donneur d'ordre, qui est celui qui paye et dans quel objectif. Puisqu'on va cibler des catégories de population, on va influer sur une élection, on a vu ce que ça a donné au moment du Brexit, donc il faut savoir aussi ça et que les choses soient transparentes. Ça, justement, ça va être mis en place. C'est déjà dans le rapport que la Commission a présenté la semaine dernière. Il y a une façon, en fait, de labeller, de certifier la provenance de ces publicités politiques. Et ça a été mis en place par Google et Facebook avec d'autres mesures, comme le Project Shield, qui est mis à la disposition gratuitement des partis politiques et des journalistes pour pouvoir se protéger des attaques en ligne. Alors, Renate Weber, vous êtes en plus d'origine roumaine, vous êtes particulièrement sensible à la question de la Russie et de l'implication de la Russie. Hein. Toutes ces affaires qu'on a vues, Cambridge Analytica, etc., on a vu aussi des campagnes de tweetos, des usines à trolls aussi russes dont on nous parle et qui voudraient s'insérer politiquement dans le jeu européen. D'abord, vous croyez cette menace bien réelle et d'autre part, comment finalement on empêche ces fournisseurs de désinformation de promouvoir leurs tweets ? Mais écoutez, c'est clair que la Russie a un intérêt de déstabiliser l'Union européenne, c'est l'enjeu politique ici. Et bien sûr qu'on est ciblé comme pays et comme électorat à toute cette influence qui vient de la Russie. Mais n'oublions pas... Et qui est les partis extrémistes, hein, soyons honnêtes. Hein. Oui, ce n'est pas seulement les partis extrémistes, surtout les partis extrémistes, mais il y a aussi d'autres qui propagent les fausses informations qui ne viennent pas de la Russie, mais qui sont dans le jeu politique dans chaque pays. Alors moi, je crains un peu que non, Facebook n'est pas à ce moment-là capable de contrôler tout ça. Je crois toujours que pour l'instant, ça nous a échappé. Alors, est-ce qu'on peut craindre véritablement une grande manipulation, comme on l'a vu d'ailleurs peut-être dans le cas du Brexit, en effet, hein, pour ces élections européennes, et surtout, est-ce qu'on peut l'empêcher et comment ? Alors là, vous avez un bon exemple d'une palette d'activités, enfin bon exemple, je mets des guillemets à bon exemple, mais c'est un bon exemple d'une palette d'activités qui a influé sur le vote, depuis l'utilisation des données, mais aussi avec, je dirais presque, le mensonge dans sa plus pure tradition historique. C'est-à-dire qu'on prend un fait qui est manifestement faux et on le balance dans l'opinion publique. Ça a été le cas avec les migrants, ça a été le cas avec le service de santé et l'argent européen. Donc là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'on ait une palette d'actions. Il faut évidemment la technique, et vous avez dit qu'il y avait eu un début de réaction sur ce sujet, et manifestement la technique avance, mais il faut que la politique avance, la normalisation, et puis aussi l'éducation. Oui, les géants du web, guerre, il faut qu'on soit à la hauteur. Ils ne sont pas pour qu'on légifère au niveau européen. Le code de bonne conduite, ça leur suffit. Il faudrait qu'ils donnent le change sur ça. Ils ne donnent pas complètement sur ce sujet. C'est pour ça qu'il faut compléter. Donc Nick Clegg a récemment dit, en fait... Alors, il est en charge de Facebook et en particulier de ces questions de fake news. C'est l'ancien vice-premier ministre britannique. Oui, il a déclaré la semaine dernière qu'il ne serait pas opposé à des régulations du moment qu'elles impliquent une discussion avant, pour savoir ce qui est faisable également. De discuter longtemps. C'est l'heure de notre rubrique Contre-frais pour démontrer chaque semaine qu'il y a encore du travail à faire pour se débarrasser des fausses nouvelles sur la toile. Et surtout combien les campagnes de fake news peuvent peser dans une élection. Retour sur le cas d'école du référendum. On en parlait du Brexit le 23 juin 2016.
La Turquie va-t-elle devenir membre de l'Union européenne? Oui, répondait en 2016 l'une des 1600 publicités commanditées par la campagne officielle du Brexit. Vote Leave, Believe ou Vote to Leave du DUP, le parti unioniste nord-irlandais. À l'époque, les négociations étaient effectivement ouvertes entre l'UE et la Turquie, et ce depuis 2005, mais rien ne garantissait que cette Turquie deviendrait un membre à part entière de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, l'Italie et la Suède ont soutenu très en amont cette candidature. En revanche, la France, l'Allemagne et d'autres étaient plus réticents. Au fil des années, d'ailleurs, les négociations ont buté sur plusieurs points. La violation des droits de l'homme en Turquie, les divergences sur le statut de Chypre du Nord ou encore la répression policière et légale. Et en 2016, l'Union européenne a proposé à la Turquie de rouvrir ces fameuses négociations en échange de son aide dans la gestion de la crise migratoire. Mais depuis, les choses n'avançaient pas. L'approche du référendum britannique, le ministre de l'économie avait tout de même déclaré à la télévision anglaise qu'il utiliserait son droit de veto pour empêcher une adhésion future de la Turquie à l'Union européenne. Une déclaration qui avait ensuite circulé sur les réseaux sociaux et est devenue un argument phare pour les partisans de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, dont le maire de l'époque de Londres, Boris Johnson, avait fait ses choux gras. Il déclarait alors volontiers que le gouvernement souhaitait cette adhésion. Mensonger, donc, on le voit aujourd'hui où la Turquie est plus éloignée que jamais de l'Union européenne. Un argument fallacieux, mais efficace pour remporter ce référendum. Voilà un bel exemple des fausses nouvelles à éviter. Merci mesdames de nous avoir aussi mis en alerte pour les prochaines élections européennes. On le rappelle en mai prochain. Merci à vous, mais on continue sur ce sujet avec une femme que vous connaissez bien, une autre femme, Maria Gabriel, qui est la commissaire justement en charge du numérique à la Commission européenne et qui poursuit sur ce sujet et bien d'autres. À tout de suite, juste après la pause. « 500 000 familles expulsées de leur logement, 80% du secteur du bâtiment en faillite, des villes fantômes, 30% de chômeurs, les salaires des fonctionnaires diminués et les impôts augmentés. Voici la situation en Espagne, peu de temps après la crise économique de 2008. Aujourd'hui, le pays va mieux, mais à quel prix ? Billet retour en Espagne, 10 ans après une terrible crise économique. C'est sur France 24 et France24.com. Soyez prêts à affronter l'hiver devant la météo avec l'entretien hiver Midas. Midas, pour vous, on se dépasse.